Bienvenue dans Même pas mal, le podcast qui vous parle de douleur, de santé et notamment de santé au travail. Aujourd'hui, pour l'épisode 3, nous recevons Anne-Chloé Teuil, sociologue du travail, qui va venir nous parler de son expertise quant à notamment les risques psychosociaux au travail. Anne-Chloé, je te laisse donc te présenter. Oui, alors comme tu l'as bien précisé, je suis sociologue du travail, donc c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé mon parcours en fait avec une licence en sociologie, et après cette licence-là, j'ai décidé de me spécialiser plus dans ce qui est la prévention des risques psychosociaux, des risques professionnels de manière générale, la santé au travail. Donc en fait, j'ai suivi un master en sociologie et développement des organisations qui a permis de justement me spécialiser dans la réalisation de diagnostics, mais aussi dans l'accompagnement d'entreprises. Donc ça peut être d'ailleurs des entreprises, mais d'autres types de structures, ça peut très bien être des associations, des organisations. Des collectivités peut-être. Des collectivités, tout à fait. Donc voilà, l'objectif, c'était plutôt d'aller accompagner les entreprises et de les conseiller sur différents sujets. Donc moi, je suis principalement spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est plus sur ces aspects-là que je vais venir intervenir. Alors ça peut être à la fois en interne au sein d'une entreprise, mais aussi en tant que consultante, où là, je peux intervenir sur des missions un peu plus ponctuelles dans différents contextes. Très bien. Pour introduire ce podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce qu'est un risque psychosocial ou ce que sont les risques psychosociaux? Alors, il y a une définition qui a été proposée par Michel Golac, donc qui redéfinit les risques psychosociaux. Donc, il les définit en fait comme un risque pour la santé mentale, physique et sociale qui vont être engendrés donc par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui vont être susceptibles d'impacter le fonctionnement mental. Donc dans cette définition-là, en fait, on va retrouver à la fois le trouble psychosocial et le risque psychosocial. Il faut bien faire la distinction entre les deux, parce que le risque psychosocial, ça va être plus l'origine. Donc qu'est-ce qui va provoquer après le trouble, et le trouble, ça va être les conséquences. Donc par exemple le stress, qui fait partie justement d'une conséquence du risque psychosocial. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu as dit, en tout cas moi, qui me fait réagir en tant que thérapeute, c'est de parler de la santé sous 3 aspects, l'aspect physique, l'aspect psychologique et l'aspect social. Oui. Pourquoi, à ton avis, toi, ce sujet est crucial, ou ces sujets sont cruciaux aujourd'hui pour améliorer la santé au travail? Alors c'est sûr qu'il ne faut pas seulement se cantonner à une seule dimension, et c'est pour ça que, comme tu l'as bien dit, il faut à la fois prendre en compte ce qui est social, ce qui est physique et ce qui va être mental. Donc aujourd'hui, la société et les entreprises s'intéressent encore plus, en tout cas de plus en plus à ces sujets-là, de la santé et de la prévention. Et la prévention, elle nécessite justement de s'intéresser à ces 3 domaines-là. Donc le social, ça peut être tout ce qui est lié avec les relations au travail, qui peuvent avoir un impact après sur ses conditions ou sur son bien-être. Le risque physique aussi par rapport à la sédentarité, aux différentes postures qu'on pourra avoir, et organisationnel, donc lié justement à tout ce qui tourne autour du travail, que ça soit au niveau des rapports sociaux, mais aussi au niveau du fonctionnement en fait de l'entreprise. Est-ce que tu serais en mesure de nous expliquer sur le terrain en quoi consiste ton travail exactement? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les missions pour lesquelles on pourrait t'appeler? Et puis quand tu arrives sur le terrain, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors mon objectif déjà, c'est de comprendre bien dans quel contexte j'arrive. Donc c'est savoir si j'arrive dans une situation, par exemple en tout cas en ce qui concerne les risques psychosociaux, si j'arrive dans une situation où il y a déjà un mal-être et on va venir essayer d'atténuer ce mal-être-là ou de le supprimer, ou si c'est plus dans une démarche de prévention générale, que ça soit pour répondre justement à la réglementation, ou dans une démarche vraiment profonde d'aller intervenir sur ces sujets-là. Donc en fonction de deux contextes, on va intervenir différemment. Mais globalement, l'objectif, c'est d'aller analyser les situations de travail. Donc ça va passer par différents outils, notamment des questionnaires qui sont validés scientifiquement, et des entretiens collectifs et ou individuels en fonction du besoin. Donc là, pendant ces entretiens, on peut aller, en tout cas on doit aller récolter le vécu des salariés sur différentes dimensions, pour comprendre un petit peu leur vécu au travail, leur quotidien, et puis réfléchir après ensemble à des actions pour améliorer leurs conditions de travail et prévenir différents aspects sur leur santé. Parce que tu as parlé donc d'entretien individuel et ou collectif, et je connais peu de choses sur la sociologie du travail, mais je crois que ça vous arrive de parler de prévention primaire et de prévention collective, voire même de prévention tertiaire. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, je parle sous ton contrôle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur
ces sujets? Alors, il y a différents niveaux de prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Chacune de ces préventions-là vont agir différemment. En fait, la prévention primaire, ça va être d'essayer d'intervenir le plus en amont possible pour essayer de régler les problèmes à la source. Donc, justement, comme je disais tout à l'heure, agir plutôt sur les causes et non les conséquences. Donc, on va aller interroger ce qui ne va pas dans le travail. Donc, ça peut être lié à différentes thématiques, à différents aspects. Ça peut être lié à une surcharge de travail, à des conflits au sein des entreprises, etc. Et donc, l'objectif, ça va être de travailler sur ces aspects-là pour pouvoir supprimer et diminuer le risque. Alors que, à contrario, la prévention tertiaire, ça va être plus d'agir quand le problème est déjà là finalement. Donc quand, par exemple, on est face à une personne qui est en situation de mal-être ou qui est en burn-out, par exemple, où on va justement agir pour soigner. On va être plus dans une démarche curative, donc plutôt de traiter les symptômes. Par exemple, ça peut être en ayant recours justement à du soutien psychologique, à des numéros verts, à un moment d'écoute avec un professionnel, ce genre de choses. Moi, je ne peux m'empêcher, en tant que thérapeute, quand je traite de la douleur chronique, je suis amené, de toute façon, si je veux obtenir des résultats positifs, à prendre en compte l'aspect biologique, psychologique et social de mes patients, de mes patientes. D'un point de vue thérapeutique, encore une fois, on sait que ces trois facteurs-là, ces trois sphères-là, vont s'entrechoquer, s'entremêler pour déboucher et faire émerger une maladie. Toi, en tant que sociologue du travail, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? C'est vrai que si on est exposé à un risque trop longtemps, sur une durée trop longue, on va potentiellement être exposé à des douleurs ou à des maladies. Par exemple, le stress, être exposé trop longtemps au stress va pouvoir faire émerger des douleurs, un sentiment de mal-être, un épuisement. Et donc, c'est justement pour ça que c'est important d'aller prévenir en amont ces risques-là pour éviter, ou en tout cas faire en sorte que ces risques n'arrivent pas ou qu'ils soient vraiment très minimisés. Est-ce que, de fait, tu pourrais, alors sans en faire une liste exhaustive non plus, mais est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des risques les plus importants ou ceux que tu rencontres le plus souvent dans ton métier ? Alors les risques auxquels les collaborateurs sont le plus exposés, généralement ça va être sur ce qui est surcharge au travail. En fait, Michel Golac a fait 6 catégories des risques psychosociaux professionnels, dont l'intensité et le temps de travail qui en fait partie. Et c'est cette catégorie-là où on va voir que généralement les collaborateurs sont le plus exposés à ces risques-là. En fait, il y a eu depuis quelques années des transformations dans le travail où on va être amené à privilégier plutôt la quantité à la qualité. Et donc, ça peut emmener à une dégradation des conditions de travail, une surcharge du travail. Et donc, généralement, on va être exposé souvent à ces risques-là. Également sur les risques cognitifs, puisque maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans des open space, par exemple, où on va avoir des personnes, ça va parler autour de soi, ça va demander une plus grande concentration, en tout cas. Et à contrario, donc il y a des collaborateurs qui sont exposés à certains risques plus que d'autres, mais il y a aussi des ressources. Donc ça va être des aspects du travail qui vont venir compenser finalement les risques auxquels ils sont exposés. Et là, généralement, ça va être plutôt ce qui est soutien au travail, relations professionnelles, qui sont vues plutôt positivement et qui vont venir contrebalancer, atténuer, entre guillemets, ces risques-là. Tu as identifié des secteurs ou d'activités précis où il y a des risques qui ressortent plus que d'autres ? Des secteurs pas forcément. Après, je sais qu'il y a des métiers qui sont plus exposés que d'autres. Dans le milieu hospitalier, on sait très bien que les soignants sont exposés à plus de facteurs de risque. Ils sont en relation avec un personnel et avec des patients, donc ils vont demander aussi de faire face à différentes situations qui peuvent encore plus les exposer à certains risques. Je crois savoir que tu as, lors de tes études, travaillé sur 2 sujets précis, le sport et le bien-être au travail, oui. Notamment le premier, le deuxième qui est... La prévention des risques psychosociaux. La prévention des risques psychosociaux. Est-ce que tu pourrais me parler du sport et du travail et de qu'est-ce que tes recherches t'ont permis d'apprendre et de comprendre ? Donc ce que j'ai pu mettre en avant dans mon mémoire, c'est que le sport au travail, c'est des initiatives qui sont intéressantes, effectivement parce que les salariés ils vont pouvoir profiter de cet espace-là pour pouvoir faire du sport s'ils en ont besoin. Mais quand on veut s'intéresser par exemple à améliorer les conditions de travail, c'est aussi intéressant de prendre en compte l'aspect du travail
travail qui va venir finalement agir sur le travail en lui-même. Et le sport au travail, finalement, va être un plus qui va permettre aux salariés de décompresser, de potentiellement prendre le temps de faire du sport où il n'aura pas le temps dans sa vie personnelle. Donc, c'est une très bonne alternative. Après, concernant le stress, etc., ça va être une activité qui va agir sur le court terme. Elle va faire du bien. Elle ne va pas changer l'organisation de travail. Donc, effectivement, c'est une bonne approche. Qu'il faut compléter avec autre chose. Si je comprends bien, et tu me dis si je dis des bêtises, mais faire du sport au travail ou d'autres actions de ce type-là, c'est intéressant parce que ça va permettre d'agir sur les conséquences, mais par contre on n'agit pas sur les causes. Tout à fait. Ok. Et si on veut faire de la prévention, digne de ce nom, il serait aussi intéressant de chercher à agir sur les causes. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ou... Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et ton deuxième mémoire, donc ce qui lui porte sur les risques psychosociaux, oui. Eh bien pareil, même question, qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre ou de comprendre ? Alors, ce mémoire-là, il a été dans une démarche, dans le cadre de ma dernière année d'études, où j'ai dû réaliser un stage de fin d'études, et dans le cadre de ce stage-là, réaliser mon mémoire en rapport avec celui-ci. Donc j'ai pu intégrer une entreprise dans laquelle l'objectif était de mettre en place une démarche nationale des risques psychosociaux. Alors on l'a d'abord mis en place sur un site pilote, puis après on l'a étendu un peu plus tard sur l'ensemble des sites français. Et donc l'objectif ici, c'était plutôt d'aller évaluer les risques psychosociaux, pouvoir les identifier, savoir lesquels étaient les plus présents dans l'entreprise, quelles populations étaient les plus touchées, pour pouvoir après mettre en place, en impliquant les salariés, mettre en place des actions qui vont pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Et c'est pour ça que c'est important déjà d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de ce sujet-là, de ne pas être seul à s'occuper de ce sujet. Donc on va avoir par exemple les ressources humaines qui vont être impliquées, les services de prévention des risques professionnels, le service de santé au travail aussi, et les représentants du personnel quand on est dans une entreprise qui en dispose. Donc on a cette partie-là où effectivement il faut impliquer une équipe disciplinaire qui va venir évaluer et suivre ces risques psychosociaux. Et à côté, il faut aussi prendre en compte les salariés, puisque ce sont eux qui vivent ces situations de travail, et donc les impliquer aussi pour qu'ils puissent leur donner leur parole finalement, qu'on puisse recueillir leur vécu, et travailler avec eux sur des actions concrètes qui vont pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Est-ce que tu serais en mesure d'évoquer pour nos auditeurs les signaux d'alerte auxquels il faudrait qu'ils soient attentifs s'ils souhaitent faire de la prévention ? Alors c'est vrai qu'il y a différents signaux d'alerte. On peut considérer qu'il y a des signaux d'alerte qui vont être faibles et d'autres forts. En fait, c'est simplement qu'il vont y en avoir qui va être plus facile à identifier que d'autres. Donc, on a des signaux d'alerte qui vont être individuels, collectifs et aussi organisationnels. Par exemple, un signal d'alerte individuel, ça va être une personne, un employé, qui va avoir une certaine irritabilité qui est anormalement présente. Ça peut être aussi une personne qui va s'isoler, une personne qui va devenir agressive. Donc ça, c'est des signaux d'alerte qui peuvent alerter l'équipe, les managers, l'entourage. L'objectif, c'est d'aller comprendre, d'être attentif à ces signaux-là pour pouvoir après agir le plus rapidement possible et mettre en place des solutions correctives dans le cadre individuel ici, en l'occurrence. Après, on a aussi des signaux d'alerte collective. On va pouvoir, par exemple, au sein d'une entreprise, remarquer qu'au sein même d'une équipe, il va y avoir des tensions ou des conflits au sein de l'équipe. Donc là, on peut commencer à se poser des questions. Après, ça peut être aussi une augmentation des absences, du turnover ou une baisse de productivité. Ça, ce sont des exemples où on peut être alerté puisque ce sont des signaux. Alors, en fonction du degré, ça peut être plus ou moins difficile de les identifier. Mais voilà, ça fait partie des exemples auxquels il faut être vigilant. À l'inverse, pour toi, ce serait quoi si aujourd'hui une entreprise, un groupe d'humains, une collectivité, peu importe, souhaite faire de la prévention santé? Pour toi, ce serait quoi les actions concrètes à mettre en place le plus rapidement possible? Alors déjà, il faut pouvoir former les personnes qui vont être en charge de cette prévention-là pour qu'ils aient vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir intervenir sur les potentiels risques auxquels leurs équipes peuvent être exposées. Tu veux dire, excuse-moi je te coupe, que c'est pas forcément le cas ? C'est pas systématique, donc c'est pour ça que par exemple en tant que sociologue, on peut venir intervenir pour former les managers à la prévention des risques psychosociaux, parce que généralement les risques psychosociaux, on va le voir, ou en tout cas on a tendance à le connaître plutôt sur l'aspect des conséquences. Donc qu'est-ce que c'est un risque psychosocial ? Quand on pose la question, ça va être plutôt, c'est une personne qui va être sujette au stress, qui
va être en burn-out, le harcèlement, c'est ce qui va ressortir. Et ce sont les conséquences finalement. Donc justement, c'est de pouvoir les former pour analyser les causes, pour ensuite régler ces conséquences-là. Donc c'est déjà une première action à mettre en place. Après, qui est aussi important, c'est de pouvoir créer des espaces de dialogue et d'écoute des équipes, de différentes personnes au sein de l'entreprise, où justement là, ça va être les salariés qui vont être acteurs de la démarche, puisque c'est important qu'ils se sentent impliqués, puisque ça les concerne directement. Et si finalement ils sont juste passifs, la démarche de prévention, elle va pas être durable et elle va pas forcément être aussi bien efficace. Donc c'est 2 actions par exemple concrètes sur lesquelles on peut agir. Après on peut essayer de rééquilibrer la surcharge de travail en fonction des effectifs des équipes, en fonction de leurs compétences et en fonction du temps de travail qui est alloué. Donc ça c'est des exemples qui peuvent être mis en place. Après effectivement ça dépend vraiment de ce qui ressort en fait finalement en termes d'exposition. Oui, donc en gros, pas de solution miracle, il faut plutôt d'abord faire intervenir un professionnel, comme toi par exemple, identifier les éléments, identifier les risques tout simplement, et puis du coup mettre en place des solutions adaptées. J'imagine que ça ne sera pas la même pour chaque entreprise ou pour chaque groupe d'humains finalement. Non, justement, ce qu'il faut il faut bien pointer le doigt là-dessus, qu'une méthode qui a marché ailleurs ne va pas forcément marcher dans notre entreprise, puisqu'en fait chaque entreprise et chaque équipe est différente. Donc après, si on se met à donner une méthode universelle, malheureusement, ça risque de créer plus de frustration que de bénéfices. C'est un petit peu, de mon expertise, malheureusement, ce qui a été fait en grande partie aujourd'hui, c'est-à-dire proposer des solutions uniques au plus grand nombre, à tout le monde. De ce que j'ai observé aujourd'hui du monde de la prévention, bien heureusement ça change, bien heureusement des entreprises font appel à des gens comme toi pour faire évoluer les choses. Est-ce que tu aurais, pour arriver donc sur la fin de notre échange, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux employeurs, c'est-à-dire par exemple, quels conseils donnerais-tu à un employeur pour créer un environnement sain ? Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà être à l'écoute de leurs équipes, prendre le temps de comprendre leurs ressentis, de les écouter tout simplement pour pouvoir justement être alerté si jamais on remarque des signaux d'alerte individuels ou collectifs. Ce que je pourrais donner aussi, c'est créer justement, comme je disais tout à l'heure, des espaces d'écoute et d'échange. Donc par exemple, se dire une fois par mois, on va se regrouper ensemble, on va faire une réunion et on va parler de ce qui va pas dans le travail. Par exemple, ça peut être en termes de process, ça peut être en termes de relations, ça peut être sur les tâches qui sont à faire et du coup pouvoir essayer de travailler ensemble sur ces thématiques-là pour pouvoir avancer. C'est aussi important que chacun puisse se sentir valorisé au travail et soit fier de ce qu'il accomplit. Donc ça demande justement privilégier finalement la qualité à la quantité, ce qui va donner du sens aux salariés, de l'épanouissement et l'employeur aura un retour positif là-dessus. J'ai envie de te poser la même question pour les employés cette fois-ci. Eux de leur côté, en cas de souffrance, que peuvent-ils faire ? Que devraient-ils faire ? Qu'il faudrait, en tout cas ce qui est recommandé, c'est quand même déjà de ne pas s'isoler, de chercher du soutien social, donc d'aller en discuter avec différentes personnes. Ça peut être son manager si on se sent en confiance d'en parler avec lui, ça peut être avec un collègue, avec les représentants du personnel, ou si vraiment on est dans une souffrance importante et qui dure, on peut aussi aller voir le service de santé au travail, dans lequel cas on peut parler aux infirmiers au travail ou aux médecins du travail. Je rajouterais juste finalement que ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître les signaux d'alerte, mais aussi sur soi-même ses propres signaux d'alerte. Donc voir quand on se sent qu'on a une baisse de motivation, quand on a l'impression d'être plus stressé ou qu'on tombe dans quelque chose qui n'est pas forcément normal, et d'aller en parler, de se faire accompagner, que ce soit en interne ou en externe. En tout cas, le soutien social est très important. Pour conclure ce 3e épisode, j'aimerais, et une fois n'est pas coutume, innover et te demander, est-ce que tu aurais une recommandation cette fois-ci culturelle, qui n'a pas forcément à voir avec tout ce dont on vient de parler, mais qui pourrait intéresser nos auditeurs. Ça peut être un livre, un film, une musique, un album, peu importe, un produit culturel que tu as consommé récemment et que tu aimerais partager. Alors c'est vrai qu'il y a un livre qui m'a particulièrement intéressée et qui touche au milieu de la santé au travail. C'est celui de Sophie Le Garec, dont le titre est Les servitudes au travail, impact sur la santé. Il a été publié en 2021. C'est un livre qui permet de comprendre justement comment prévenir en santé au travail, qu'est-ce qu'il y a derrière cette thématique-là, et on parle justement, comme je veux faire passer ce message depuis tout à l'heure, l'importance de finalement aller chercher le plus en amont possible
possible et de privilégier des actions qui puissent agir sur les causes. Formidable. Encore merci Anne-Chloé, et puis merci à tous nos auditeurs pour leur écoute et pour leur attention. Nous nous retrouvons très bientôt pour le 4e épisode de Même pas mal.